Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Centaure Investissement TV. Nous allons parler aujourd'hui de la relation entre le couple et l'assurance vie. Nous le savons tous, l'assurance vie est le produit d'épargne préféré des Français, et pour cause. Mais ce que les gens et les épargnants savent moins, c'est que l'assurance vie est aussi un formidable outil en vue de sa succession future. Et se pencher sur le sujet, souvent tabou, ne fait pas mourir pour autant. Alors pourquoi un formidable outil pour la succession? Eh bien simplement parce qu'elle permet, entre autres choses, de transmettre un capital aux personnes de votre choix de manière nominative et de façon très avantageuse fiscalement. Quand je dis aux personnes de votre choix, ça peut être vos enfants, un ou plusieurs membres de votre famille, les enfants de votre conjoint, votre voisin, des amis, votre maîtresse ou votre amant, voire une association. Toutefois, si l'assurance vie se révèle être une très bonne solution pour transmettre de l'épargne à quelqu'un, elle peut également s'avérer être un outil très intéressant dans le but d'en faire bénéficier et de protéger sa meilleure moitié. Rappelons qu'un couple marié ou pacsé est obligatoirement soumis à un régime matrimonial. Au moment du décès de l'un des membres du couple, ce régime permettra d'inventorier à qui appartient quoi. On saura ainsi quels sont les biens propres du défunt, quels sont ceux du conjoint ou du partenaire pacsé survivant, et enfin, quels biens est-ce qu'ils détiennent en commun qui appartiennent quant à eux à la communauté. Lorsque l'un des conjoints décède, celui qui lui succède, appelé le conjoint survivant, conservera ses biens propres et recevra automatiquement, et sans être soumis aux droits de succession, la moitié de la communauté qui lui appartient de plein droit. Ainsi, dans l'actif successoral du défunt, nous retrouverons l'autre moitié de la communauté et ses biens propres. Cet actif successoral sera finalement partagé entre les héritiers. Le régime matrimonial le plus répandu est le régime de la communauté réduite aux acquits qui s'applique depuis 1966. Il s'applique par défaut lorsque aucun contrat de mariage n'a été établi préalablement au mariage. Il est fréquent que les gens confondent ce régime avec celui de la communauté universelle qui est totalement différent. Dans le régime de la communauté réduite aux acquits, les biens propres à chaque époux sont constitués des biens qu'il détenait avant le mariage, ainsi que des biens propres par nature, comme les vêtements par exemple. Les biens obtenus à titre gratuit suite à une succession ou à une donation sont également propres à chaque époux, quand bien même ils auraient été acquis après le mariage. Par contre, l'ensemble des biens achetés durant le mariage par l'un ou l'autre des époux sont des biens communs. Tout comme les dettes contractées durant le mariage. En effet, elles entrent également dans cette communauté. C'est ce qu'on appelle la solidarité entre époux. Mais faisons un peu d'histoire. La communauté des biens meubles et acquis était le régime légal avant que la loi du 13 juillet 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966, n'instaure le nouveau régime légal de la communauté de biens réduite aux acquits. Ce régime matrimonial a pour caractéristique que tous les biens, y compris ceux acquis avant le mariage, entrent dans la communauté. Par ailleurs, depuis 2007, le régime de la séparation de biens s'applique par défaut aux partenaires d'un PACS. Il n'y a donc pas de communauté dans ce cas. Ainsi, en séparation de biens, tout ce qui est acquis avant et pendant le mariage reste la propriété de celui qui les a achetés. Les biens acquis en commun par le couple au moyen d'un financement commun appartiennent aux deux, en proportion de l'apport financier de chacun des époux. Ce qui est un non-sens d'ailleurs du fait que, par principe, ce régime est fait pour éviter de détenir des biens en commun. Un inventaire des patrimoines financiers, immobiliers, etc. détenus par chaque membre du couple devrait être réalisé avant l'union dans le cadre de ce régime. Il existe enfin un entre-deux avec le régime dit mixte de la participation aux acquits. Ce dernier fonctionne en deux phases. Pendant le mariage, c'est la première phase et la séparation de biens qui s'appliquent. Au terme du mariage, lors d'un décès ou d'un divorce, on compare les patrimoines avant et après le mariage et l'époux qui s'est le plus enrichi redonne une partie à l'autre. C'est une créance de participation. Ce régime, qui correspond à peu près à 5% des régimes en France, répond aux attentes des couples dont la mise en commun des biens constitue un risque du fait de l'activité professionnelle de l'un d'eux par exemple.
En conclusion, chaque couple marié ou pacsé a le choix de décider quel régime matrimonial il choisira en amont de l'union des conjoints. Enfin, les couples ni mariés ni pacsés qui vivent en concubinage ne sont pas soumis à un régime matrimonial et chacun est donc propriétaire de ses biens propres. Il n'y a donc pas de communauté dans ce cas. On arrive donc au cœur de notre sujet, l'assurance vie dans le couple. Est-ce que c'est un outil de transmission favorable ou non? Eh bien, au moment du décès de son époux, le conjoint survivant est déjà largement protégé par les règles du mariage ou du Pacs lorsque l'un des partenaires disparaît. Le survivant récupère la totalité des biens en pleine propriété lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Et lorsqu'il y a des enfants, il a le choix entre la totalité des biens en usufruit ou le quart en pleine propriété. Des donations, voire un testament, peuvent avoir été mises en place par le défunt. Ces libéralités permettront de transmettre davantage au conjoint survivant afin de le protéger, particulièrement dans le cadre d'un Pacs qui n'octroie aucun droit aux partenaires pacsés survivants. En se limitant à la partie civile de la succession, les choses s'arrêtent là. Mais si une ou plusieurs assurances-vie ont été mises en place, l'assurance-vie va alors permettre de transmettre une part encore plus importante du patrimoine du défunt, sans pour autant diminuer la part réservataire des enfants. En effet, l'assurance-vie est considérée comme hors succession. Par conséquent, elle n'entre pas en compte dans le calcul de l'actif successoral ni des parts réservataires. L'assurance vie permet donc de réduire le montant de la part réservataire, mais elle ne permet pas, sauf cas particulier, de ramener celle-ci à zéro et de déshériter un héritier. L'assurance vie permet donc de faire beaucoup de choses au sein d'un couple. Par exemple, les conjoints ont la possibilité, dans certains cas, de faire un contrat en cosouscription pour un dénouement du contrat au second décès. Dans ce cas, au premier décès, le contrat appartiendra de plein droit aux survivants, alors même que cela retarde la transmission aux enfants. Cette solution protège donc financièrement le conjoint survivant. Un point important à noter pour un couple marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts par exemple, est que la moitié de la valeur de rachat d'un contrat demeure la propriété du titulaire et que l'autre moitié fera partie de la succession du défunt. In fine, l'atout principal d'un contrat d'assurance vie reste l'exonération des droits de succession, jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, quel qu'il soit. À savoir par ailleurs que les conjoints et partenaires pacsés survivants disposent, quoi qu'il arrive, d'une exonération des droits de succession. L'assurance vie sera utile pour permettre de faire bénéficier de liquidités les personnes de votre choix, avec à la clé l'abattement des 152 500 € à celles et ceux nommés dans la clause bénéficiaire du ou des contrats d'assurance vie. Rappelons qu'en matière de succession, le concubin ne dispose d'aucun droit. Il est considéré comme un étranger à la famille et de ce fait ne pourra hériter d'aucun bien du défunt sauf disposition particulière. Bien sûr, il sera possible de lui transmettre, grâce à un testament par exemple, une certaine partie de son patrimoine, mais le concubin sera alors imposé au taux de 60% en termes de droits de succession. En conséquence, pour éviter ou limiter ces droits, il convient de souscrire à un contrat d'assurance vie dont le concubin sera bénéficiaire au moment du décès. À noter que l'épargne versée au contrat reste disponible durant toute la vie du détenteur. Attention par ailleurs de ne pas utiliser la clause bénéficiaire standard des contrats car elle ne s'applique qu'aux conjoints au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'aux personnes unies par les liens du mariage. Quoi qu'il en soit, votre conseiller vous proposera de rédiger une clause personnalisée et très précise, incluant la répartition de votre choix en prenant garde d'écarter les risques de confusion possibles en cas de séparation d'ici le décès. En effet, inscrire le concubin ou le conjoint dans la clause n'est pas suffisant car il y a des chances que la question se pose au moment du décès de quel conjoint ou de quel concubin parle-t-on. Celui qui a été concubin au moment de la souscription ou celui qui a été concubin au moment du décès, dans l'hypothèse bien évidemment que ce ne soit pas la même personne. Nous avons fait une vidéo déjà précédemment sur le sujet que je vous invite bien sûr à consulter. Il conviendra également de refaire régulièrement un tour d'horizon des clauses bénéficiaires de vos contrats pour vérifier que celles-ci correspondent bien à vos souhaits en cas de décès. Sachez que vous pouvez les modifier à tout moment et sans frais. Que se passe-t-il en cas de séparation?
Eh bien, lorsqu'il y a divorce, la communauté est dissoute. Et cette dissolution peut donner lieu à un partage entre les deux époux. Et dans ce cas, un contrat d'assurance vie est susceptible d'être concerné par ce partage. Ainsi, pour déterminer à qui appartient un contrat d'assurance vie dans le cadre d'un divorce, on applique la distinction entre les biens communs et les biens propres. Dans ce cas, si le contrat a été alimenté par de l'argent provenant de la communauté, il appartient à 50% chacun aux deux époux. Et il sera donc partagé entre eux. Mais si l'épargne placée sur le contrat est considérée comme un bien propre appartenant à l'un des conjoints, il demeure sa propriété et aucun partage n'est effectué. Il appartient dans ce cas d'apporter la preuve que le contrat a réellement été alimenté par des biens propres suite à une succession ou à une donation par exemple. À défaut de preuve, l'autre époux aura droit à la moitié du contrat. Il est donc important de conserver une trace de l'origine des fonds qui ont servi à la mise en place du contrat. Et pour éviter toute présomption de communauté qui entraînerait en cas de divorce un partage du contrat, il est recommandé de rédiger une clause de remploi au moment de la souscription qui précisera que l'épargne placée provient de biens propres. Cette clause, signée par les deux conjoints, devra être jointe au contrat et figurer dans ces conditions particulières. Ainsi, le partage du contrat dépendra du régime matrimonial choisi. C'est en effet ce régime qui définit les biens propres et les biens communs. Pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale, un contrat d'assurance vie est réputé par principe avoir été souscrit avec les fonds communs. De ce fait, en cas de divorce, le souscripteur doit récompense à son conjoint. Cette récompense est fixée non pas à la valeur totale des primes versées, mais à la valeur du contrat au jour du divorce. Concrètement, chaque époux récupère la moitié de la valeur de rachat du contrat et l'époux souscripteur conserve le contrat s'il le souhaite. Pour les personnes qui divorceraient dans le cadre d'un régime de la communauté universelle, les choses sont plus simples car tous les biens passés, présents et à venir sont communs. Ainsi, en cas de divorce, les contrats d'assurance vie doivent donc être partagés entre les deux conjoints à 50-50. Enfin, dans le cadre de la séparation de biens, chaque conjoint possède ses biens propres. Le divorce n'entraîne donc pas le partage d'un contrat d'assurance vie. En conséquence, le conjoint souscripteur conserve l'intégralité de son placement et ce régime par défaut étant également celui des partenaires pacsés, il en va de même lors de la séparation de ces derniers. Concernant les concubins, aucun régime n'est mis en place. Il n'y a donc aucun partage lors d'une séparation et chacun conserve son contrat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous comprenez maintenant tout l'intérêt de l'assurance vie pour un couple. Et encore, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le placement préféré des Français et de l'assurance vie, bien entendu. Notre prochaine vidéo sera une interview. Nous parlerons retraite et fiscalité avec un intervenant. Nous parlerons donc PER. Alors, pour ne pas louper cette vidéo et être alerté lors de sa mise en ligne, pensez à vous abonner à Centaure Investissement TV en venant cliquer sous la vidéo. Et rendez-vous le 30 juin avec notre Centaure News et l'édito du talentueux Christopher Dembick, probablement inspiré par Norbert, qui l'emmène de temps en temps sur les plateaux de télévision. Enfin, je vous invite à prendre connaissance de notre point de situation économique du premier semestre 2022. Sur notre site internet centeureinvestissement.com, le lien sera indiqué en commentaire sous cette vidéo. Ce sera l'occasion pour vous d'ailleurs de vous abonner à notre newsletter, la Centaure News. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye! Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.